Lorsque j'étais au Bénin, j'avais une image très positive du Maroc. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Venir au Maroc pour étudier, c'était la possibilité de s'ouvrir de nouvelles perspectives. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'on te déroule systématiquement le tapis rouge, qu'on t'intègre et qu'on te donne les mêmes droits que tu avais chez toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des plats de chez moi, mais je mange des plats marocains. Je parle du tagine, du tangia, du kfta, du couscous. Si tu viens du salariat et que tu touches, je sais pas, 1 500 € par mois et que tu vois que, je sais pas moi, pour toi, le maximum que tu peux gagner avec le salariat, c'est 5 000 € par mois et que tu arrives chez moi, je te dis qu'on va faire 50 000 € par mois, je pense que tu vas m'envoyer balader. Moi, j'ai fait plein d'erreurs, hein. J'ai fait plein d'erreurs dans l'entrepreneuriat. J'ai appris, je me suis fait mal, je me suis relevé, j'ai appris plein de choses par l'action. J'ai appris beaucoup par expérience. D'accord, le Maroc est en train de s'est déjà positionné à l'international comme une très bonne, une grande destination. Le Maroc attire beaucoup de capitaux. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir vivre au Maroc. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de la grisaille européenne, voilà, pour venir au Maroc. Le soleil à Marrakech, par exemple, ou bien dans d'autres villes du Maroc. Vraiment, si vous êtes entrepreneur, vous voulez développer un business ici au Maroc et vendre à des Marocains, il faut apprendre à les connaître, il faut découvrir leur culture, il faut les aimer en tant que personne, aimer leur culture, savoir comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils agissent, et ensuite, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Salut les amoureux du Maroc, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Charbel Zohoun. Il a quitté le Bénin en 2006 pour poursuivre ses études au Maroc. Après quelques années où il a pu travailler au Maroc en tant qu'hydrogéologue, il a quitté le monde du salariat pour rejoindre l'entrepreneuriat. Aujourd'hui il est directeur de l'agence Genesis Marketing et Communication et cofondateur d'Empower Women Academy qui accompagne les femmes entrepreneuses marocaines. Dans cette interview on va parler d'entrepreneuriat, on va parler du concept du vrai Maroc. Vous allez connaître aussi les conseils de Charbel pour mieux s'intégrer au Maroc et toute une partie sur comment développer un business en ligne. Je commence toujours ma première question. C'était quand ta première fois au Maroc? Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir de passer enfin sur ta chaîne parce que je t'ai découvert il y a quelques mois. J'ai vu la qualité de ton travail et je me suis dit, il faut que je prenne contact avec toi. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est l'aboutissement d'un processus, d'une rencontre de deux personnes qui s'apprécient et qui décident de créer cette interview-là. Déjà, je suis Charbel Zohoun. Je suis entrepreneur. Je dirige une agence de marketing digital à Marrakech. Je suis arrivé au Maroc en 2006. Ça ne me rajeunit pas, hein. Ça fait maintenant 17 ans que je suis là. Donc, je suis arrivé ici après mon baccalauréat. J'avais la possibilité, après mon bac, de faire l'architecture, la médecine, l'agronomie, mais j'ai tout laissé de côté. J'ai dit, je veux découvrir le Maroc, je veux venir ici, je veux expérimenter, je veux faire autre chose. Donc, quand je suis arrivé en 2006, j'ai rejoint les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. C'était le lycée Ibn El-Wafid, c'est à Kenitra, c'est pas loin de la gare. J'ai fait la filière BCPST, c'est une filière biologie-géologie, et je l'ai fait pendant 2 ans. 2 ans au bout desquels on passe le concours national commun. Donc, j'ai passé le concours national commun, j'ai réussi, et j'ai intégré l'école Mohamedia d'ingénieurs de Rabat. Et j'ai pu quitter Kenitra pour rejoindre Rabat et faire mon cycle d'ingénieur. Après, si tu veux bien, je te dirai un mot sur les classes préparatoires, ce que j'en pense. Et tu venais de quel pays? Moi, je viens du Bénin. Le Bénin, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest, limité par le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. On a accès à la mer, c'est un pays côtier. C'est un petit pays beau, calme, et c'est quelque part que vous pouvez envisager aller si vous voulez vous recueillir, voir un tout petit peu la culture locale, retracer, je dirais, le chemin de l'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup de monuments historiques là-bas qui te permettent de retracer le cheminement de la traite négrière. Et c'est quelque chose d'atypique qui peut, je dirais, c'est mémoriel. Ça peut aider les personnes qui sont intéressées d'aller découvrir ce pays. Donc moi, je viens du Bénin. Ça se voit que tu as à cœur ce pays. Tout à fait, tout à fait. On ne peut jamais renier ses racines. Bien sûr. Parce que c'est ce qui nous définit. Quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura pas où il va. Il va se perdre sur le chemin. Donc, en fait, il faut vraiment être enraciné et en même temps que tu es enraciné, être ouvert à d'autres cultures, être ouvert à d'autres manières de voir les choses et s'adapter, évoluer, découvrir tout simplement. Il y a plusieurs années de ça, j'ai lancé une chaîne YouTube par rapport au tourisme sur le Bénin
Pour les plus curieux, vous pourrez aller le découvrir. Mais je ne vous dis pas, je ne donne pas d'informations. Soyez curieux. Si vous voulez aller voir, vivre au Bénin, vous allez voir ma tête. Je ne ressemble pas à ce que je suis aujourd'hui, hein. J'étais au début, vous me verrez aussi. Mais ça, il y a 7 ans que je l'ai fait. Et quand tu étais au Bénin, comment tu as entendu parler du Maroc? Quelle image tu avais avant de venir ici? Lorsque j'étais au Bénin, j'avais une image très positive du Maroc. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Venir au Maroc pour étudier, c'était la possibilité de s'ouvrir de nouvelles perspectives. Par exemple, moi, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait le concours au Bénin pour entrer dans la filière de médecine. J'ai réussi. J'ai fait le concours pour la pharmacie chez moi au Bénin. J'étais le premier de toute la République au concours en pharmacie. J'ai fait le concours pour l'École nationale d'architecture de Lomé et à Meaux. J'ai réussi aussi. Et j'ai eu aussi la bourse pour venir au Maroc. Donc j'avais 4 possibilités. Donc imagine que j'ai laissé les 3 possibilités, médecine, pharmacie, architecture, pour venir au Maroc. Donc ça veut dire que le Maroc, pour moi, avait une très très belle image. C'est toujours le cas d'ailleurs. Je me suis dit, ben écoute, va explorer. Il faut sortir un tout petit peu des jupons de maman pour grandir en tant qu'homme, découvrir, devenir autonome. Donc c'était à la fois la quête de l'aventure et aussi la volonté d'accéder à d'autres opportunités qui me paraissaient en tout cas à l'époque meilleures. C'était quoi les visions d'opportunités que tu avais? Déjà, la première chose, c'est qu'au Maroc ici, ils avaient de très bonnes classes préparatoires. Les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs ici étaient très réputées. Et tu pouvais aussi accéder à des écoles d'ingénieurs en France. Donc, tu pouvais faire Polytechnique X, tu pouvais faire école des mines, tu pouvais faire pas mal de choses. Donc, il y avait aussi ces opportunités pour moi que je n'avais pas au Bénin. C'est pour cette perspective-là, principalement, que je suis arrivé ici. Maintenant, une fois sur place, j'ai découvert aussi d'autres perspectives aussi qui étaient tout aussi charmantes. Comment a réagi ta famille, ta mère que tu me parlais, à l'idée que tu vas quitter le pays et partir au Maroc? C'est toujours difficile pour une maman de voir son fils partir parce que c'est aussi de l'inquiétude, hein. C'est se dire comment est-ce qu'il va se débrouiller, est-ce qu'il est suffisamment prêt parce que je l'ai prouvé pendant longtemps. Moi, maman, si tu vois cette interview, je te fais un gros bisou parce que tu m'as beaucoup apporté, tu continues beaucoup m'apporter. Elle était inquiète. En même temps, elle savait que c'est ce que je voulais accéder à plus. Et je pense qu'elle a respecté mon choix. Les premiers mois, elle m'appelait tout le temps, hein. Elle m'appelait tout le temps pour savoir est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut, est-ce qu'il t'accueille bien ici, est-ce que tu arrives à t'intégrer, est-ce qu'on ne te manque pas, est-ce que les repas de chez toi ne te manquent pas. Bref, elle était inquiète, mais avec le temps, vu que je voulais découvrir et j'étais aussi quelqu'un d'assez, je dirais un peu stoïque, donc je pense que ça s'est bien passé. Elle s'est calmée ensuite et puis elle a accepté. Bon, j'en profite pour remercier la mienne aussi. On vous aime, nos mamans. C'est vrai que c'est super important d'avoir la chance d'avoir l'amour d'une mère qui te soutient et qui... C'est très important. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je parle avec ma maman quasiment tous les week-ends. On parle au téléphone. Moi, j'ai pas l'habitude de vous voir mes parents. Ça fait partie de mon éducation. Je sais que beaucoup de personnes tutoient leurs parents, c'est pas mon cas. Moi, je les vous vois. Un certain respect et une certaine proximité en même temps. Et le fait de savoir que ta maman te soutient dans ce que tu fais, c'est un game changer. Parce que vous savez, à la fin de la journée, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent, mais l'amour d'une mère est inconditionnel. Parce que tu viens de son sein, tu sais que l'amour qu'elle te porte n'est pas intéressé. C'est un amour sincère, c'est un amour qui est pur. Et tu sais que tu peux compter sur elle. Quelles que soient les difficultés, les challenges, dans les moments de joie, comme dans les moments moins bons, tu sais qu'elle sera toujours là. Et ça, c'est un rock très important. Je fais aussi un coucou à mon papa parce que je ne t'oublie pas, papa. Je sais que tu es présent, je sais que tu fais beaucoup, énormément pour moi. Ouais, les deux énergies nous apportent, hein. Absolument. Et donc tu arrives au Maroc, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué? Est-ce qu'il y a des trucs qui te semblaient bizarres? C'était quoi les différences avec le Bénin? Lorsque je suis arrivé au Maroc, je dirais, la première chose qui m'a marqué, c'est la non-mixité. C'est le fait de me rendre compte que les filles étaient d'un côté et les garçons d'un autre. Et qu'il n'y avait pas, je dirais, un mélange. Dans les lieux que tu pourrais visiter, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Il faut dire que je suis arrivé au Maroc en 2006. Donc 17 ans plus tard, le Maroc d'aujourd'hui n'est pas tout à fait ce qu'il était avant. Le Maroc a changé, le Maroc évolue dans le bon sens avec tout ce qui va avec. Donc ce qui m'a marqué la première fois, c'est la non-mixité. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ce qui n'était pas du tout le cas au Bénin. Au Bénin, voilà quoi, vous rencontrez, vous pouvez parler, vous pouvez vous fréquenter. Il y a cette mixité que moi je considérais comme acquise. Pour moi, c'était une évidence.
Donc, quand je viens ici, donc ça me permet de me remettre en question, de me dire, en fait, non, il n'y a pas qu'une seule manière de fonctionner. Il n'y a pas qu'une seule vision du monde. Et c'est ce qui m'a marqué d'abord tout de suite, ça m'a tout de suite frappé. Et avec le temps, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Effectivement, ça aussi, c'est bon côté. Et voilà, donc, la première chose qui m'a marqué, c'est vraiment cette non-mixité. Il y a la religion aussi. Oui, complètement. Complètement, c'est lié à la religion, c'est lié aux croyances. Et je dirais aussi c'est culturel. C'est culturel. Parce que, bon, voilà, vous savez, la mixité aussi apporte pas mal de situations de confusion. D'accord? Il y a des dérives aussi à la mixité, hein. Il ne faut pas dire que la mixité, voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de unique à faire. Non, non, absolument pas. Donc, le fait que la religion soit omniprésente et que même dans la communication de tous les jours, tu vas entendre Inch'Allah, Alhamdulillah, Tabakallah, tu vois, c'est vraiment ancré dans le fonctionnement des gens. Donc, c'est tout à fait naturel pour eux, c'est tout à fait évident pour eux. Et je pense que des personnes très religieuses ici, très conservatrices, lorsqu'elles vont voyager, aller dans un pays où il y a une grande mixité avec les dérives que ça comporte, je pense que ces personnes seraient très choquées. La deuxième chose qui m'a marqué, je dirais la sympathie des Marocains. Parce que moi, je suis arrivé en classe préparatoire, c'était à l'internat. Donc, à l'internat, j'étudiais à l'école. L'internat est juste l'école. Donc, tu sors de ça de classe, tu descends, tu rentres à l'internat. Donc, vous êtes entre vous. Donc, en tant qu'étranger subsaharien parmi des Marocains, il faut s'intégrer. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé des personnes qui m'ont tout de suite tendu la main, qui m'ont tout de suite reçu, qui m'ont accueilli et qui m'ont intégré. Je fais un clin d'œil à Adil Ben Baouli. Comme quoi, tu vois, 17 ans plus tard, je me rappelle encore de son nom. Il est Meknessi, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. Il m'a accueilli, il était là, on était dans la même promo. Il y a Mounir El Grewi aussi, de Meknes aussi. Il y a beaucoup d'autres, tous ceux que j'ai oubliés, ne vous fâchez pas. Il y en a certains qui m'ont marqué plus que d'autres, dont j'ai retenu les noms. Donc, ces gens m'ont accueilli. Et j'ai intégré tout simplement leur groupe. J'ai été bisouté, bien entendu, hein. En classe préparatoire, il y a le bisoutage. C'est comme à l'armée, quand tu entres, il y a un petit bisoutage. Rien de méchant. Mais voilà, je n'étais pas habitué à tout ça, mais je découvrais. Donc, ce que je dirais, c'est la sympathie. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je parle pour mon cas, moi, ce que j'ai vécu. Donc, dans cet internat-là, j'ai été accueilli. Voilà, il y a des petites blagues, bien entendu, mais je dirais rien de méchant. Mais tout ça fait partie de l'intégration. Parce que j'estime que quand tu fais le choix de quitter chez toi et d'aller dans un autre pays, il faut faire un effort d'intégration. Il n'est pas dit que parce que tu arrives dans un nouveau pays, on va te dérouler systématiquement le tapis rouge et que tu seras considéré comme un des leurs, comme ça systématiquement. Non, ça ne se passe pas comme ça en général. Donc, quand tu fais le choix de quitter ton pays et d'aller dans un autre pays, je pense qu'il est de ton devoir de t'intégrer. Non, tu découvres une autre culture, tu apprends à t'intégrer, tu fais les efforts nécessaires, quitte à apprendre la langue par exemple. C'est un très bon vecteur d'intégration. Apprendre la langue pour parler avec l'épicier, quand tu veux acheter du pain, pour dire bonjour aux voisins, pour voilà, parler aux passants, pour demander ton chemin. Donc, tout ça fait que les gens sentent que voilà quelqu'un qui nous considère, qui attache de l'importance à notre culture. Et ça facilite ton intégration. Donc, si vous venez au Maroc, faites un petit effort, apprenez le Derija et vous verrez que c'est un game changer. Les Marocains adorent un étranger qui va parler leur langue, même si c'est juste la base, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que le fait d'investir du temps à apprendre la langue locale, ça montre clairement que tu y attaches de l'importance. Ça montre que c'est important pour toi. Et tout homme, toute personne a envie qu'on s'intéresse à elle. Donc quand tu fais cet effort-là, la personne en face te le rend bien. Ok, même si tu bafouilles, même si tu te débrouilles mal, ce n'est pas grave, c'est apprécié. Et tu sais, il y a beaucoup de Français, ils font pas l'effort parce qu'ils disent ouais, les Marocains ils parlent français, on n'a pas besoin d'apprendre. Mais ça les coupe un peu du vrai Maroc. Absolument. Quand tu dis vrai Maroc, c'est un concept qu'il faut développer, le vrai Maroc. Parce que beaucoup de personnes viennent au Maroc sans découvrir le vrai Maroc. Quand tu viens au Maroc et que tu fréquentes des restaurants français et que tu fréquentes uniquement des Français,
en fait, tu n'es pas venu au Maroc, en fait. Tu es toujours resté en France. Donc, si tu veux découvrir le vrai Maroc, c'est parler à l'habitant, c'est voyager, sortir des grands chemins touristiques, hein. Par exemple, toi, tu fais des voyages dans le désert. Aller dans le désert. Moi, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai travaillé dans le sud du Maroc. Et voilà, c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de fonctionner que j'ai tout autant adoré. Moi, ce que je vais dire, c'est une suggestion. Les gens font ce qu'ils veulent, bien entendu. Mais quand tu viens dans un nouvel endroit, fais l'effort d'apprendre la langue. C'est un très bon vecteur d'intégration et les gens sentent que tu t'intéresses à eux et en retour, ils vont s'intéresser à toi. Je sais pas si c'est par peur ou par sécurité. Souvent, les étrangers qui vont dans un autre pays, que ce soit le Maroc ou ailleurs, ont tendance à rester entre eux. Moi, je trouve que si tu veux vraiment découvrir le Maroc, voyager, faut connecter avec des familles marocaines, passer du temps avec les gens, comprendre, tu vois, la mentalité, la culture. Tout à fait. Et je trouve dommage que beaucoup n'ont pas cet effort-là, tu vois, et restent toujours entre eux. Je pense qu'il y a la peur de l'inconnu. Quand je prends un Français peut-être qui arrive au Maroc, du moins c'est ma compréhension, tout de suite il va prendre attache avec d'autres Français. Ça lui permet d'amortir le choc du changement. C'est-à-dire, ok, je viens au Maroc, mais j'ai des amis français, j'ai un cercle français, je fais pas des français, on va toujours manger français. Donc, ça lui donne une certaine sécurité, comme tu as dit. Je peux le comprendre dans un premier temps, d'accord? Pour amortir le choc du changement, du choc culturel. Donc, je peux comprendre. Mais une fois que tu es entré au Maroc et que tu as ce cercle-là, c'est bien. Maintenant, il faut commencer à faire un petit pas en dehors de ta zone de confort. De faire des amis marocains. Aller prendre le thé dans une famille marocaine. Manger marocain. Tout ça, ça t'enrichit. Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des plats de chez moi. Mais je mange des plats marocains. Je parle du tagine, du tangia, du kfta, du couscous, de plein de choses. Euh, il y a beaucoup de repas que j'aime. Et tout ça, c'est parce que j'ai cherché à m'intégrer. Réellement, j'ai cherché sincèrement à m'intégrer. Et je pense que pour des personnes qui veulent en tout cas rester ici, vivre ici, dans la durée, ça ne va pas aboutir si tu ne t'intègres pas. On pourrait dire qu'il y a un certain pourcentage d'intégration. Peut-être au début, tu es à 5%, puis tu peux monter jusqu'à 100% parfois. Ah, ben oui, tu fais bien de le mentionner. Mon concept, du moins ma vision de l'intégration, c'est tu gardes tes racines parce que tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens. Ensuite, tu vas à la rencontre de l'autre. Tu prends ce que l'autre a à t'offrir comme richesse et tu te reconstruis avec ça. C'est que tu prends ce qu'il y a à prendre. Si la personne elle est ouverte, tu lui apportes aussi des choses. Et avec ce que tu as reçu comme richesse culturelle, tu bâtis quelqu'un de nouveau. D'accord? Il ne s'agit pas de renoncer à qui tu es et de dire non, je suis devenu marocain, 100%, j'oublie d'où je viens. Non, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y aura toujours un appel de tes racines. Tu ne peux pas nier qui tu es. Par contre, si tu dis, ok, je sais qui je suis, j'ai mes racines qui sont profondément ancrées, je vais vers l'autre, je vois ce que l'autre a à m'offrir et je prends ce que je peux prendre, ce qui est bon pour moi, ce qui me permet de me construire, d'évoluer encore davantage. Et je reçois ça, je m'enrichis. Donc voilà ma vision, je dirais, de l'intégration. En plus, on peut dire, les Marocains aiment beaucoup, ils sont ouverts à découvrir des étrangers, à parler avec eux, à partager un repas. Pendant 2 ans, j'ai voyagé dans le Maroc. Au début, les Marocains, tu peux dormir chez eux facilement, tu vois, passer du temps en famille. Je trouve qu'ils sont très ouverts aussi à accueillir l'étranger. Absolument. Là-dessus, l'expérience qui m'a le plus marqué avec ça, c'est lorsque, dans le cadre du travail, je suis parti à Oumdurman. Oumdurman, c'est un petit doigt après Al-Nif. C'est dans le sud du Maroc. Et j'étais sur une mine. J'étais ingénieur hydrogéologue. J'étais en charge du système d'exor dans cette mine-là. Et j'ai rencontré des Marocains du sud très accueillants. Lorsque tu quittes la mine en voiture, tu veux rentrer. Quelqu'un que tu ne connais pas te salue chaleureusement, t'invite à te garer pour prendre le thé. Tu vois, tu te dis, c'est pas courant en fait. Lorsque tu n'es pas habitué à ça, et dans l'éducation aussi qu'on reçoit souvent, on dit aux enfants, faites attention avec les étrangers, faites attention parce que les parents ont envie de te protéger. Ils ne sont pas avec toi, donc ils te disent, fais attention, ne va pas vers quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas boire un thé.
tu ne sais pas comment ça a été préparé. Bref, donc fais attention, mais tu vois que les gens sont complètement ouverts. Viens, assois-toi, très accueillant, on prend un thé, on papote, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas, comment est-ce que tu perçois le monde, et tu prends le thé, tu sens que en fait, ces gens ont de l'expérience, ils ont du vécu. Parce que souvent dans le sud du Maroc, du moins là où j'étais après Al-Nif, ces gens vivent simplement. Ils vivent vraiment très simplement. Et tu te rends compte que ces gens sont aussi riches que toi, sinon plus riches que toi. C'est une expérience, moi, qui m'a marqué. Les gens sont très accueillants. Pour ceux qui veulent venir au Maroc, en tout cas veulent aller dans le sud du Maroc, profitez-en. Aller dans les campagnes. Dans les campagnes, c'est ça, tout à fait. C'est ça qui m'a touché aussi, moi. Et pour revenir sur ton parcours, après les études, c'est quoi la suite? Lorsque j'ai fait l'école Mohamed d'ingénieur de Rabat, je suis sorti en 2011, ingénieur hydrogéologue. Juste après mon diplôme, j'ai commencé à travailler. La première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ça a été sur recommandation de l'un de mes professeurs. Un monsieur très charmant, il s'appelle Monsieur Bahi. S'il tombe sur cette vidéo, je lui dis bonjour. C'est quelqu'un à qui je suis reconnaissant parce que c'est lui qui m'a permis de décrocher mon premier emploi au Maroc, ce qui n'était pas une évidence. Donc, grâce à lui, j'ai intégré le monde professionnel comme ingénieur hydrogéologue. J'ai travaillé dans une entreprise de forage d'eau. Donc, c'était des projets avec l'ONEP, qui est devenu ONEE maintenant. Donc, c'était l'Office de l'eau potable. Donc, j'ai dirigé plusieurs chantiers de forage d'eau. On a fait des forages à des profondeurs, même allant jusqu'à 500 mètres pour de l'eau ou pour diverses autres utilisations. Ça m'a permis de voyager parce que c'était dans différentes communes. On a fait des forages à Walidia, on a fait des forages à Emin Tanout, on a fait des forages dans plein de petites communes du Maroc où tu découvres des gens en fait. Ça m'a permis de faire le tour. C'est comme quelqu'un comme toi, tu as voyagé pendant 2 ans. Moi, c'était dans le cadre du travail. J'avais pas la même expérience que toi, mais après le travail, tu pouvais aller rencontrer des gens. Même sur le chantier, tu pouvais aller dans les familles des ouvriers. Et tout ça, ça m'a beaucoup enrichi. Donc, j'ai travaillé dans cette entreprise-là pendant quelques années avant de rejoindre une autre entreprise. C'est une multinationale marocaine qui est spécialisée dans les mines. Et c'est avec cette entreprise-là que j'ai été responsable du système d'exor dans la mine comme je disais un peu plus tôt. Donc, voilà la première partie, je dirais, de mon parcours professionnel. À un moment donné, j'ai eu le désir d'entreprendre. C'est là que la nouvelle partie de ma vie professionnelle a commencé. J'ai choisi de quitter mon poste pour entreprendre. Comment tu as découvert l'entrepreneuriat? J'ai découvert l'entrepreneuriat comme beaucoup de gens, je pense, grâce à Internet, grâce aux opportunités qu'offrait Internet. J'ai découvert le monde du digital. Il y a plusieurs formateurs en France qui vulgarisaient cela. Donc, grâce à ces gens-là, j'ai pu découvrir une autre façon d'apporter de la valeur aux autres personnes et en gagnant très bien sa vie. Donc, l'idée m'a paru intéressante et comme tout débutant, j'ai décidé de me lancer. Évidemment, lorsque vous êtes débutant, vous démarrez dans l'entrepreneuriat et surtout vous venez du salariat, il faut comprendre qu'il y a une période de transition. Ce n'est pas parce que vous avez quitté votre salariat aujourd'hui que demain, au bout de 3 mois, ou bien je sais pas, de 6 mois tout de suite, vous êtes un entrepreneur aguerri et que tout vous réussit. Non, il y a, je dirais, une petite phase de déconstruction des habitudes que tu as en tant que salarié. Parce qu'en tant que salarié, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, ton petit déjeuner, tu vas t'asseoir au bureau, tu travailles, ou bien comme moi, tu vas sur un chantier, tu travailles, quand c'est l'heure, on ferme le chantier, ou bien toi, tu quittes le chantier, tu rentres chez toi, et voilà, tu peux faire autre chose. Et tu es réglé comme ça. En tant qu'entrepreneur, c'est différent. Tu dois apprendre 20 métiers. Tout à fait. En tant qu'entrepreneur, tu deviens un homme orchestre. C'est-à-dire que tu apprends plusieurs corps de métier, tu apprends le marketing, tu apprends la vente, tu apprends la création de contenu, tu apprends beaucoup de choses, tu apprends la communication, tu apprends beaucoup de choses. Devenir entrepreneur m'a permis, moi, de m'enrichir à plein d'égards. Si je te dis que j'étais un ex timide, et que si tu devais me faire cette interview il y a 7-10 ans en arrière, je serais en train de trembler, de transpirer de partout. Et voilà, ça aurait été un calvaire pour moi. Aujourd'hui, je suis à l'aise, je peux te parler, je peux communiquer avec les gens qui nous suivent. Tout ça, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Effectivement, tu m'en as parlé aussi. Ça t'a permis de te transformer. C'est passionnant. Ça nous transforme en tant qu'humains à tous les niveaux. Absolument. Ça nous fait devenir meilleur, je dirais. Comprenez ce que je veux dire par ça nous fait devenir meilleur.
Ça ne veut pas dire que des salariés ne sont pas meilleurs. Je ne dis pas ça, parce que c'est très facile de faire l'amalgame. Si vous êtes salarié et que vous êtes heureux comme ça, Mazel Tov, allez-y, foncez. Puisque avec le salariat, il y a aussi d'autres façons d'optimiser, d'investir et de s'épanouir. Ce que je veux dire en tant qu'entrepreneur, tu découvres plein de corps de métiers que tu ne connaissais pas avant. Donc, tu apprends beaucoup. Et quand tu es confronté au marché, tu grandis. Tu vois ce qui ne marche pas, tu vois ce qui marche, tu t'adaptes et tu performes. Quand tu es débutant, tu viens avec des rêves plein la tête, tu viens avec une vision un peu fermée du business et tu te lances, tu te prends le mur en face, quoi. Et quand tu te prends le mur en face, soit tu as le choix d'abandonner et de courir, de repartir au salariat, de dire, ok, très bien, c'est un joli mur, ça. Même s'il paraît haut, même si j'ai eu mal, maintenant je vais apprendre à l'escalader. Je vais apprendre à grimper le mur. Souvent, j'ai des salariés qui me disent, Monsieur Charbel, je fais déjà mon mieux. Et je dis, mais et si ton mieux est insuffisant, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand tu leur dis ça, en fait, ils sont étonnés parce qu'ils se disent, bah, je fais de mon mieux, ça devrait suffire. Non, il y a des moments où votre mieux ne suffit pas. Quel est le niveau de ton mieux, tu vois? C'est comme quelqu'un qui peut sauter à 1 mètre de haut et quelqu'un qui peut sauter à juste 30 centimètres. Si celui qui peut sauter à 30 centimètres dit, je fais de mon mieux, alors que le niveau exigé de 1 mètre, ton mieux n'est pas suffisant. Et c'est très difficile pour certaines personnes de l'intégrer, que la vie ne vous fait pas de cadeau en fait. Qu'il faut se transformer, qu'il faut se dépasser, qu'il faut se challenger, qu'il faut évoluer. Parce que les gens veulent de la performance, les gens veulent du résultat. Et quand c'est le cas, le fait de te transformer, d'y arriver, je t'assure que ça te donne une certaine satisfaction personnelle que tu ne découvriras pas si tu dis que je fais de mon mieux et que mon mieux, le monde devrait l'accepter. Donc voilà ce que moi j'en pense. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que les entrepreneurs, c'est dans notre ADN. Exemple, on est passé par le monde du salariat souvent à un moment, mais on se rendait compte qu'on n'était pas vraiment à notre place ou qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et comme tu dis, il y a différents profils. Il y en a qui vont... Le salariat, ça va très bien leur convenir. Et d'autres, ils vont tout faire pour en sortir. Est-ce que toi, dans ton enfance ou adolescence, est-ce qu'il y avait déjà des prémices d'entrepreneuriat ou des idées qui te venaient que tu réalises maintenant? Pas vraiment. Honnêtement, mon père n'est pas un entrepreneur à succès. Mon père, c'est un ingénieur, cadre, qui a fait une très belle carrière. Mais c'était pas un entrepreneur successful, comme on pouvait le penser. Non, non. Moi, personnellement, j'aimais créer. J'aime écrire. J'aime rédiger. Et j'étais très bien. J'étais très bon dans ça d'ailleurs. Ce qui m'a mené vers l'entrepreneuriat, c'est, je dirais, les personnes qui étaient 10 ans en avance par rapport à moi dans ma carrière professionnelle. Je n'enviais pas leur vie. Donc, je me suis posé la simple question, est-ce que tu veux continuer comme ça pour, dans 10 ans, être comme eux? Je ne voulais plus. Donc, c'est vraiment ça qui m'a dit, ok, puisque tu n'as pas envie d'être comme eux dans 10 ans, alors quelles sont les autres alternatives? Et c'est comme ça que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, je n'ai pas une histoire à raconter où petit, je vendais des cahiers ou des choses aux potes au collège ou bien au cours primaire. Non, je n'ai pas une histoire comme ça. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat un peu tardivement, après le salariat. Et c'est parce que je n'étais pas inspiré par mes devanciers, par ceux qui avaient 10 ans d'avance sur moi. Ça me faisait pas rêver. Et j'ai dit, bon, écoute, quelles sont les autres alternatives? J'ai trouvé l'entrepreneuriat. Je peux vous assurer que l'entrepreneuriat vous transforme. Honnêtement, l'entrepreneuriat a transformé ma vie complètement. Ça a fait de moi un nouvel homme, avec une nouvelle façon de penser, avec une combativité différente, avec une envie de relever des défis de plus en plus grands. Je me transforme mentalement, physiquement, financièrement. Donc, Sache une chose, les gens achètent chez ceux en qui ils ont confiance. honnêtement, je dirais que c'est un chemin de transformation. Et je m'y épanouis. Il y a certains à ma place qui ne tiendraient pas une semaine. Ils diront, non, écoute, c'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de choses à régler, c'est beaucoup de choses à faire tous les jours et qui ne tiendraient pas. Et c'est complètement OK. Il faut trouver ce qui te convient, toi, et t'épanouir dedans. Est-ce que ça te donne de la joie dans le processus, tu vois? C'est un bon indicateur. Le fait d'entreprendre, de créer du résultat pour mes clients, pour moi, c'est à la limite jouissif. Quand je travaille
Aujourd'hui, j'ai de la bonne stratégie marketing parce que lorsque j'ai démarré l'entrepreneuriat, je me suis intéressé au marketing digital. Je suis devenu expert marketing digital. J'ai créé mon agence de marketing digital basée à Marrakech et on élabore des stratégies marketing pour des entrepreneurs, ceux qui ont des projets, qui veulent le développer, augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter aussi leur profitabilité, bien entendu. Donc, le fait de travailler sur le business des autres et de créer du résultat pour eux, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'apporte de la joie. Et tu te sens utile. Tu sens que concrètement, tu peux mesurer ton impact. Quand tu prends le business de quelqu'un, par exemple, qui fait 10 000 euros par mois, et que ce business, tu l'emmènes à 50 000 euros par mois ou à 100 000 euros par mois, parce que vous avez mis des stratégies qui sont claires, un process qui est clair, et au fil des mois, cette personne a de plus en plus de résultats et qu'elle arrive à 100K, toi, tu vois que sa vie change en fait. Son lifestyle change. Ça change parce que quelque part, tu y as contribué. Le mérite revient à la personne, on est d'accord. Toi, en tant que consultant marketing, avec tout ce que tu as déployé et que cette personne a implémenté, avec son énergie à elle, avec sa personnalité à elle, ça a donné un gros résultat. Et avec humilité, je sais que j'ai apporté ma pierre à cet édifice. Et ça, pour moi, c'est gratifiant. C'est très gratifiant. Donc, ça me donne de la joie de voir du résultat. Aussi, il y a le revers de la médaille. Quand tu fais une stratégie et que ça ne donne pas les résultats que tu attends, ça peut te frustrer un tout petit peu. Mais c'est aussi une manière de te dire, bon, et s'il faut adapter la stratégie? Peut-être qu'il faut l'adapter. Peut-être que ça ne correspond pas vraiment à la personnalité de ce client-là. Et quand tu l'adaptes, petit à petit, ça peut fonctionner. Et ce sont des choses pour moi qui sont très gratifiantes et que aujourd'hui, en tout cas, je ne voudrais changer pour rien au monde. Si comme Charbel, vous avez envie d'entreprendre et de vivre au Maroc, avec mon équipe, on vous accompagne pour créer votre société au Maroc, pour lancer votre projet, réussir votre vie professionnelle et personnelle. Vous pouvez en découvrir davantage sur notre site, c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. Là, je viens de finir le livre de Alec Henry qui s'appelle Les Nouveaux Entrepreneurs. J'ai beaucoup aimé parce qu'il part vraiment de la base jusqu'au final. Donc la base, c'est la recherche de ton idée, de ton avatar, jusqu'à la fin quand tu as vraiment un business avec des gens que tu as délégués, enfin, un gros truc. Je peux en profiter que tu es avec moi ici sur la chaîne. Quand on démarre un business d'entrepreneur, c'est quoi les premières bases pour toi, les choses importantes? Si on parle de business physique, ça peut être différent. Si on parle d'un business en ligne aussi, ça peut être différent. On va partir du business en ligne, comme c'est... Lorsque tu es nouveau, je pense que la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ton mindset. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de ce que le mindset peut changer chez quelqu'un. Parce qu'on a tous des paradigmes. On a tous des croyances de ce qui est possible ou non. Si tu viens du salariat et que tu touches, je sais pas, 1500 euros par mois et que tu vois que, je sais pas moi, pour toi, le maximum que tu peux gagner avec le salariat, c'est 5000 euros par mois. Et que tu arrives chez moi, je te dis qu'on va faire 50 000 euros par mois, je pense que tu vas m'envoyer balader. Tu vas dire non, ben, il parle de quoi, lui, il sait pas de quoi il parle. Parce que toi, tu as cette croyance qui est forte, ancrée chez toi, que voilà, le maximum que tu peux générer par mois, c'est 5 000 euros. Donc, il faut déjà lever ces blocages-là, t'ouvrir à cette abondance-là, à ce champ de possibilités, qui est peut-être nouveau pour toi, mais c'est réellement là, c'est possible. Donc, il faut d'abord travailler sur ton mindset, travailler sur ta confiance en toi, ta capacité à communiquer, à parler aux gens, à emmener ton futur produit, ta future offre sur la place de marché et persuader des personnes, leur donner envie de l'acheter. Donc, pour moi, je pense que la première chose, c'est vraiment le mindset. C'est pas des astuces, c'est pas des stratégies rapides pour non. C'est ton mindset. Qu'est-ce que tu crois qu'il est possible de faire? Moi, je suis aussi fondateur de l'académie Empower Women, où on accompagne des femmes marocaines, des entrepreneurs, à développer leur business. Et moi, je le vois. Il y a des stratégies qui permettent aux gens de générer des centaines de milliers d'euros. Quand j'emmène chez des personnes qui sont complètement débutantes, mais ça ne matche pas, ça ne colle pas, ça ne passe pas. Parce que ces gens ne sont pas encore prêts à l'intégrer, à l'absorber et à l'implémenter. Par exemple, quand tu es débutant, tu peux avoir peur de parler face caméra. Nous, on est là, on parle, on est tranquille, on est relax et on parle. Mais il y a d'autres personnes qui ont une peur bleue de la caméra. Mais c'est juste une caméra, c'est juste un objectif que tu regardes et tu parles. Mais pour les gens, c'est beaucoup. Donc, imagine quelqu'un comme ça, qui a cette peur juste de parler, de faire un live
de faire une vidéo, de se montrer. Le jugement, qu'est-ce que les autres vont en penser? Les autres ne vont pas m'aimer, les autres vont me rejeter, les autres vont me jeter des pierres. En fait, il y a tout un scénario catastrophe qu'il a créé et pour lui, c'est réel. Il n'arrive pas. Donc, imagine le chemin qu'il faut pour cette personne, le temps qu'il lui faudra pour atteindre des résultats beaucoup plus importants. Pour moi, la base, c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset. Apprends à te connaître. Quels sont tes blocages? Quelles sont tes frustrations? Quelles sont tes peurs? Dans quoi est-ce que tu es vraiment doué? Parce que c'est finalement ça, c'est ce dans quoi tu es vraiment doué, tu es vraiment très bon. C'est-à-dire que tu peux produire du gros résultat avec le minimum d'efforts. Tellement pour toi, c'est que tu l'as intégré. Et tu le fais même sans y réfléchir. C'est ça que tu vas apporter sur la place de marché. Donc ton business, si tu peux en tout cas du moins, dans ce schéma des business en ligne, parce que le business physique, c'est autre chose. Pour les business en ligne, quand tu découvres ce dans quoi tu es vraiment très bon, tu es doué, tu le fais sans effort. Pour d'autres personnes, c'est difficile. Alors que toi, c'est plus simple à faire. Là, tu as touché quelque chose. À partir de là, tu peux construire. Donc, travaille sur ton mindset. Apprends à te connaître. Apprends à développer ta confiance en toi. Trouve ce dans quoi tu es vraiment doué. D'accord? Ta zone de génie. Ouais, j'aime ce terme. Exactement. La zone de génie. Et il y a des livres qui permettent de le faire. Il y a Strength Finder. C'est un livre qui permet de trouver en fait sa zone de force, là où tu es vraiment très bon. Si vous pouvez le prendre, c'est un livre qui est en anglais, mais il y a aussi des tests en ligne pour ça. Quand vous découvrez ça, vous allez chercher une idée de business qui est alignée à ça. Je vous assure, quand vous trouvez votre zone de génie, vous trouvez une idée de business qui est en corrélation avec ça, vous allez avoir des résultats importants en un court laps de temps, très rapidement. Parce que vous allez avoir une énergie phénoménale. Les gens vont dire, mais comment il arrive à faire ça? Alors que pour toi, c'est juste facile, c'est juste ordinaire. Tu vois? C'est juste ordinaire. Et là-dedans, tu vas exceller très vite. Le problème, c'est lorsque les gens veulent monter des business qui n'ont rien à voir avec leur zone de génie. Parce que X a fait ce business-là, ça semble marcher pour lui. Moi aussi, j'ai envie de le faire. Et je me dis que je vais y arriver. C'est possible que tu y arrives. Mais à quel prix? C'est ça le vrai problème. Donc, ton mindset, il faut y travailler. Ensuite, identifier clairement ta zone de génie, dans quoi tu es très fort. Et tu trouves une idée de business rentable en corrélation avec cette zone de génie. Tu peux obtenir des résultats très rapidement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au sein de l'académie Empower Women. C'est uniquement pour les femmes parce que je suis associé à des coachs marocaines, des femmes, qui ont cette vision-là de redonner du pouvoir à la femme marocaine qui a envie d'entreprendre, qui a envie de créer. Et donc, c'est uniquement réservé pour des femmes marocaines. Après, s'il y a des hommes qui veulent faire du business, ils peuvent me contacter. Et ça peut être du consulting en one-to-one ou un accompagnement différent. Donc, voilà, pour un débutant, ce que je veux conseiller, c'est ça. État d'esprit, ta zone de force, ta zone de génie et une idée de business qui est rentable, qui a été testée sur le marché. D'accord? Il ne faut pas vouloir réinventer la roue, une idée méga géniale qui va révolutionner l'humanité entière. Et quand tu arrives, ça fait un flop, ça fait pshhh, alors que tu as passé une année dessus peut-être à bosser. Et là, tu es déçu. Tu te dis que les gens ne t'aiment pas. Les gens n'aiment pas ton business, alors que ça n'a rien à voir. Ça ne correspond pas à un besoin éprouvé sur le marché, tout simplement. Et quand tu es débutant, souvent, le problème, tu en as beaucoup parlé, donc c'est que tu te connais pas encore vraiment toi-même, tu sais pas c'est quoi tes forces, t'as pas une idée claire de ce que tu vas faire forcément. Comment on travaille là-dessus? Est-ce qu'il faut être accompagné ou est-ce que un livre peut t'aider? Je pense que la voie royale, la voie la plus rapide, c'est se faire accompagner. Maintenant, se faire accompagner par des professionnels, par des personnes qui ont l'expérience, qui savent ce qu'elles font, ça a un prix, ça a un coût, d'accord? Maintenant, si vous êtes prêt à investir sur vous, sur votre croissance, sur votre business, parce que vous êtes sérieux, vous voulez réussir dans ce domaine, investissez en vous, investissez dans un programme d'accompagnement et vous allez avoir des résultats. Par contre, si vous n'avez pas les moyens, parce qu'il peut arriver qu'un débutant n'ait pas les moyens, commencez par les livres. Prenez des livres de personnes inspirantes, de personnes qui réussissent dans ce que vous voulez faire et lisez. Vous allez apprendre des choses. Donc, vous pouvez commencer par les livres, vous pouvez commencer par des vidéos sur YouTube, vous pouvez suivre des podcasts. Tout ça, c'est gratuit. Vous avez juste une connexion Internet, vous pouvez le faire. On a tellement de la chance aussi d'avoir accès à tout ça, notre génération. Exactement. Mais tellement c'est acquis aujourd'hui qu'on ne réalise même pas qu'il y a 60 ans en arrière,
Les gens n'avaient pas Instagram. Les gens n'avaient pas... Même pour trouver un livre, c'est la galère. C'était difficile, il fallait aller à la bibliothèque pour trouver un livre. Ensuite, tu dois avoir un abonnement parce que j'ai fait ça, hein. Voilà, j'ai pris un abonnement dans une bibliothèque et puis tu viens, tu prends un livre, tu signes et tu as 2 semaines, mais tu as une semaine pour finir le bouquin, tu dois venir le rendre. Il n'y a pas tout qui est disponible Exactement. par Amazon. Des fois, tu prends le bouquin, tu n'as pas fini, tu viens, tu le rends et tu le reprends. Donc, ce sont des choses qu'on faisait, hein, il y a encore quelques années en arrière, mais aujourd'hui, tout est accessible sur Internet. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable en plus, c'est que les gens trouvent de nouvelles excuses pour ne pas en profiter. C'est-à-dire qu'avant, les gens diraient peut-être que la bibliothèque est loin de chez moi, il faut peut-être venir, il faut aller là-bas, ça va prendre du temps. Ensuite, il faut payer un abonnement, mais il faut le lire sur place. Il y avait ces objections-là. Mais aujourd'hui, ce qui est dingue, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a de nouvelles excuses pour ne pas avancer. Parce qu'on a tout à un clic, on peut tout apprendre, on peut tout découvrir. Et peut-être le fait qu'il y ait trop de choses disponibles, c'est peut-être ça aussi qui bloque certaines personnes. Ouais, ça nous emmène au concept d'infobésité. Il y a tellement d'informations disponibles. Et il y a aussi un groupe d'individus, je sais pas, ces personnes aussi, peut-être que vous faites partie, hein, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste que si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, il faut très rapidement changer. Il y a des personnes qui consomment des formations sur des formations, ils consomment des tonnes de formations, ils achètent des formations, ils vont à des masterminds, ils font beaucoup de choses, mais ils ne passent pas à l'action. Ces gens ne passent pas à l'action. C'est vraiment le moteur d'apprentissage ultime. C'est ça. Même si t'es pas accompagné ou enfin, tu vois que t'as pas des trucs qui vont t'aider, l'action va te permettre de faire des erreurs, d'apprendre, d'ajuster. Ouais. Ça va te prendre plus de temps, mais tu vas apprendre aussi. Moi, j'ai fait plein d'erreurs, hein. J'ai fait plein d'erreurs dans l'entrepreneuriat. J'ai appris, je me suis fait mal, je me suis relevé, j'ai appris plein de choses par l'action. J'ai appris beaucoup par expérience. Après, tout le monde n'a pas la même ténacité pour se relever à chaque fois. Peu importe où est-ce que vous êtes, moi je dirais le chemin le plus rapide, c'est de se faire accompagner. Maintenant, si vous n'avez pas le budget à investir pour ça, vous pouvez commencer par les livres, vous pouvez aller sur YouTube. Et le challenge pour vous, c'est de valoriser votre temps. D'accord? C'est très facile aujourd'hui de scroller sur Instagram et de ne rien faire toute la journée. C'est un piège. Voilà, d'être sur Netflix, de regarder des séries, TikTok, et finalement tout le temps passe, mais vous n'avez rien fait pour devenir meilleur aujourd'hui par rapport à qui vous étiez hier. Donc, vous devez vraiment être focus sur ce qui est important et sortir du bruit, de la distraction. Je ne vous dis pas que une fois par semaine, vous n'allez pas regarder peut-être une vidéo qui vous plaît, une série ou un film qui vous plaît pour vous détendre. Je ne dis pas ça. Mais par contre, vous devez être focalisé sur ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs et agir dans ce prisme-là. Des fois, il y a des opportunités que j'ai. Je dis, mais est-ce que ça va me permettre de me rapprocher un peu plus de mes objectifs? Si ce n'est pas le cas, je décline ça respectueusement, quoi. Avec politesse, avec gentillesse. Ce n'est juste pas ce dont j'ai besoin à l'instant T. Donc, si vous êtes dans le cas d'infobésité, vous consommez beaucoup de contenu, vous ne faites rien, je peux vous assurer que ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir des résultats. Il vaut mieux sortir, essayer de vendre votre offre, d'avoir un nom, que de suivre 10 000 formations et de ne rien faire derrière. Il faut passer à l'action, faire des choses concrètes qui vous rapprochent de vos objectifs. C'est comme ça que vous allez découvrir même vos propres limites, vos peurs. Par exemple, il y a des personnes qui découvrent au moment de vendre qu'en fait, elles ont peur de vendre. Il y a des gens que j'ai eu dans mes programmes d'accompagnement qui me disent, écoute Charbel, c'est tranquille, je vais vendre au moment de vendre, je suis un très bon vendeur, j'ai vendu ceci, j'ai vendu cela. Et quand ces personnes ont leur premier appel de vente, tu vois qu'elles se décomposent complètement. Soit elles se décomposent complètement et n'y arrivent pas, ou bien tu as quelqu'un qui devient très froid. C'est-à-dire que parce que la personne ne veut pas laisser transparaître de l'émotion, elle devient très froide, distante. Et le prospect en face, sans cette distance-là, il n'y a pas une connexion qui se crée. Donc il n'y a pas de vente non plus. Il y a des gens parce que ils ont peur qu'on découvre un tout petit peu leur vulnérabilité et ils mettent une distance entre eux et les prospects. Donc ils sont dans leur tour d'ivoire, en hauteur, et ils parlent à l'autre.
Le prospect ne se sent pas considéré. Le prospect ne sent pas qu'on s'intéresse vraiment à lui. Et du coup, ces gens-là perdent aussi la vente. J'ai vu tellement de scénarios. C'est pour ça que je dis, c'est l'action qui va déterminer si vous aurez du résultat ou non. Il y a pas mal d'étapes aussi à mettre en place pour que la vente soit réussie. Exemple, le fait aussi que la personne à qui tu vas vendre, elle te connaisse, elle sache la valeur que tu as et que tu peux lui apporter. Ça peut tout changer dans un appel. Il y a des personnes qui ne sont pas exceptionnellement douées en vente, mais qui vendent. Pourquoi? Parce que la notoriété a déjà fait le boulot à leur place. J'ai aussi vu des coachs qui viennent en appel de vente, qui parlent avec le prospect de tout et de rien. Et à la fin, il dit, voilà, donc l'accompagnement, c'est 1500 €. Donc, c'est bon, je t'envoie le lien, tu règles. Je dis, ok, très bien. Ok. Et il envoie le lien. Et la personne, c'est que l'entrepreneur n'a suivi aucun script, n'a rien respecté du tout. C'est que quand tu écoutes ces replays, en fait, ça fait rire. Parce que tu te dis, ok, heureusement que cette personne a cette notoriété dont tu parles, ce capital confiance qui a fait le travail à sa place. Mais maintenant, à un certain niveau, c'est limité. Parce que lorsque tu veux commencer à scaler, il faut aller parler à des personnes qui ne sont pas nécessairement dans ta communauté. D'accord? Qui ne te connaissent pas encore, donc sont de nouvelles personnes. Et là, c'est important de connaître un process de vente et de le suivre. Parce que c'est des principes de persuasion. On réagit tous à certaines choses. Et quand tu sais les utiliser, ça te permet de conclure une vente. Mais pour un début, lorsque tu démarres, si tu as une bonne communauté, je t'assure, les gens viennent en appel de vente, vous parlez de tout et de rien. À la fin, ok, j'ai déjà vu ta vidéo, tu as pas déjà de l'accompagnement, j'ai déjà vu les témoignages clients, j'ai vu que tu es une personne chouette, j'aime ce que tu fais, j'aime ton énergie et tout. Donc la personne elle est déjà convaincue avant de venir dans un appel de vente. Donc tout ce qu'il y a, c'est, elle veut juste confirmer l'opinion qu'elle a de toi. Donc, dans cet appel-là, en discutant, elle dit, oui, ben, elle est aussi accessible que ce que je pensais. Ben oui, écoute, c'est exactement ce que j'ai vu dans tes stories. T'es comme ce que je pensais. Ben, avant-moi le lait, je paye. Limite, les rôles s'inversent et c'est le client qui... Qui veut prouver. Ouais, prends-moi comme client. C'est ça. Le client qui veut que tu signes, que tu acceptes de le former. Et ça, c'est génial. C'est ce que nous permet de créer la notoriété pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et pour celles qui n'y sont pas encore, les réseaux sociaux sont un formidable levier pour créer de la confiance, pour que les gens apprennent de vous, sachent qui vous êtes. Et après, c'est facile de lancer un business derrière. Je vais donner un cas très schématique, c'est le cas des influenceurs. Au début, les influenceurs ne vendaient rien. Au début, c'est peut-être une femme qui est intéressée, qui aime le make-up et qui a commencé à faire des vidéos de make-up. Au début, voilà, c'était juste une passion. Mais très rapidement, avec une communauté grandissante, fait une formation. Je peux vendre des produits, je peux créer ma propre marque. C'est devenu un business derrière. Donc, la notoriété, elle est super importante quand vous voulez développer un business. Ne dites pas, non, moi, je ne peux pas montrer ma tête. On doit se focaliser sur ce que j'apprends aux gens. C'est la formation qui est importante, c'est pas moi. Mais écoutez, le messager est aussi important que le message. Tu peux réussir aussi avec de l'audio. Tu n'es pas obligé toujours de montrer ta tête. Toi, les gens que tu accompagnes, est-ce que tu les encourages à développer une communauté, à renforcer cet aspect tribu ou pas forcément? Pour moi, la communauté est fondamentale pour un business qui veut se pérenniser et durer dans le temps. Parce que ce sont les fans qui achètent d'abord. Et si tu n'as pas de fans, c'est compliqué d'avoir du récurrent. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent acheter chez toi 5, 10, 15, 20 formations différentes. Des super fans. Donc, créer une communauté, pour moi, ça te permet de générer du récurrent. Chaque mois, tu as du récurrent parce que tu as des fans, des personnes qui sont prêtes à apprendre de toi. L'information elle est accessible chez d'autres personnes, mais je veux apprendre de Stéphane. J'achète parce que c'est Stéphane qui fait cette formation-là. J'aime la pédagogie de Stéphane. J'aime comment Stéphane emmène le sujet. J'aime son approche du sujet. J'aime sa philosophie de vie. Tu vois? Donc, ce sont des choses qui font que les gens vont continuer à acheter chez toi. Alors que si tu n'as pas une communauté et que chaque fois tu dois faire du one-shot, tu ramènes du trafic que tu convertis, oui, tu fais du one-shot, mais seulement que chaque fois tu dois aller trouver de nouvelles personnes. Moi, je dirige une agence, on fait de la publicité sur Facebook, YouTube et tout ça. J'encourage les personnes à coupler les deux, l'organique et le trafic payant. L'organique, ta communauté, ces gens qui te suivent, et le trafic payant, les nouvelles personnes qui te découvrent.
et progressivement, tu les emmènes aussi dans ta communauté. C'est comme ça que tu grossis ta communauté au fil du temps. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Peut-être quand même quelques mots sur le projet que tu as construit ici, ton agence. Dis-nous en plus comment tu as démarré, qu'est-ce que tu proposes. L'agence s'appelle Genesis. Pourquoi Genesis? Pourquoi Genesis? Parce que pour moi, c'était le commencement de quelque chose. La genèse. C'est la genèse, exactement. Donc, ça m'a inspiré Genesis, parce que pour moi, c'est le commencement de quelque chose, le commencement d'une aventure entrepreneuriale, le début d'une quête pour moi. Donc, je l'ai appelé comme ça Genesis. Et ce que nous faisons, on fait de l'acquisition de trafic, de publicité, on fait de la conversion via des tunnels de vente, puis on fait du community management, la gestion de communauté. Donc, ce sont les 3 pôles dans l'agence. Pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ont un projet et qui ont de quoi investir, très rapidement, on peut travailler avec eux sur leur offre, d'accord? Pour que l'offre soit, je dirais, irrésistible, plaise aux gens, que les gens aient envie d'acheter. Une fois qu'on a travaillé sur cette offre-là, on va créer avec la personne un tunnel de conversion. C'est-à-dire, c'est une succession de pages pour éduquer le prospect, le qualifier, pour le préparer à la vente. Donc, on fait ce tunnel de conversion et derrière, on fait du community management justement pour développer sa communauté. Comme je disais tantôt, le tout n'est pas d'acheter du trafic, mais derrière, il faut créer une communauté à travers ce que tu partages pour que les gens puissent, sans publicité, continuer d'acheter. Ça te permet de générer du récurrent dans le business en ligne. Donc, ce sont les 3 pôles de l'agence et nous accompagnons des entrepreneurs via différents programmes. Il y a le programme Empower Women où je suis avec des coachs marocains. On a allié marketing et mindset. Donc, moi, je suis en charge du marketing et ces belles dames sont sur le développement personnel, le mindset. Donc, on a couplé ça et ça nous permet d'encadrer des femmes entrepreneurs marocaines. Vous tapez www.empower-woman.com, vous allez trouver le site. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook, Instagram aussi. Et nous accompagnons ces femmes-là. Donc, c'est un programme d'accompagnement. Ensuite, on a aussi des entrepreneurs, par exemple, qui ont de grosses communautés, mais qui n'ont pas encore d'offres. C'est-à-dire que vous avez une communauté autour d'un sujet, mais vous n'avez encore jamais osé vendre quoi que ce soit. Là-bas, pour ces personnes-là aussi, on les accompagne parce qu'il y a des croyances aussi derrière, la peur d'être rejeté par sa communauté, la peur qu'on les prenne pour juste un méchant capitaliste, un vilain capitaliste. Il y a pas mal de peurs chez ces gens-là qui font que ces gens n'osent pas vendre à leur communauté, alors que la communauté est prête à acheter si c'est quelque chose qui peut vraiment leur apporter de la valeur. Si c'est quelque chose de vraiment important pour eux, un problème dur, douloureux, urgent et récurrent, très important à résoudre, ces gens sont prêts à acheter. Donc, des entrepreneurs qui ont une communauté en ligne mais qui ne vendent pas aussi, on les accompagne, mais via un autre programme. Parce que là, c'est vraiment du consulting qu'on fait. On crée avec eux tout, de bout en bout, pour que très rapidement, ils puissent commencer à vivre de leur passion, de vivre de leur chaîne YouTube, si c'est une chaîne YouTube, ou bien vivre de ce qu'ils ont construit en tout cas. Donc, monétiser leur activité. Donc, c'est aussi un autre programme d'accompagnement qu'on a pour ces entrepreneurs-là. Donc, que vous soyez homme ou femme, le plus important pour moi, c'est que vous ayez soit une communauté, soit une activité qui fonctionne déjà, et vous voulez maintenant aller au niveau du dessus. Ensuite, vous êtes prêt à investir sur vous-même, parce que ce que je fais n'est pas gratuit, très clairement, parce que c'est un métier. J'ai du personnel à l'agence qui travaille, et ce sont des familles aussi que ces gens représentent. Donc, c'est un métier. Si vous êtes prêt à investir sur vous, nous sommes prêts à bosser dur pour que votre activité cartonne. Et tes clients ne sont pas forcément tous au Maroc. Tu as des clients en France, en Europe. Mon positionnement au tout départ, c'est ça. C'est des clients en Europe. Tous mes clients étaient en Europe. Et petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir au Maroc. Au début, le marché marocain, je ne le connaissais pas trop. Par contre, vu que je me suis beaucoup formé à l'international, sur le digital marketing, je connaissais mieux le marché français que le marché marocain. Donc, je me suis orienté dès le début sur un marché que je connaissais un peu mieux. Au fil du temps, à force de discuter avec les gens, des gens sont venus me contacter tout simplement, venus vers moi. Est-ce que vous avez un programme pour le Maroc, quelque chose qui est spécifique aux gens d'ici? Et c'est de fil en aiguille que j'ai pu créer ces programmes-là aussi et m'adresser à un public marocain. Mais sinon, au départ, mon positionnement, c'était 100% Europe. Quand je dis Europe, bon, à l'extérieur du Maroc. C'est génial de pouvoir faire les deux et
d'accompagner cette femme entrepreneuse marocaine. Ça doit être très riche aussi et des belles histoires. Oui, de très belles histoires de succès. Si vous faites un tour sur notre compte Instagram, c'est Power Unleashed Academy, ou bien vous tapez Empower Woman, parce que c'est woman, c'est pas pluriel, c'est singulier, woman en anglais, empower-woman.com. Vous allez trouver notre site internet, vous pourrez entrer en contact avec nous. On a beaucoup de témoignages clients, des femmes qui au début ne voulaient pas se mettre face caméra, qui après ont animé des masterclass. C'est juste génial. Ce sont des histoires de transformation, moi, qui sont gratifiantes. Parce que le métier qu'on fait, à la fin de la journée, c'est ce qui reste. Quand je veux me coucher le soir, après une grosse journée de travail et de fatigue, ce que je retiens, c'est ça. C'est que aujourd'hui, j'ai permis à quelqu'un d'atteindre un niveau au-dessus dans son business. J'ai permis à quelqu'un de gagner plus d'argent pour nourrir sa famille. J'ai permis à quelqu'un de gagner plus d'argent pour découvrir le monde, pour voyager. J'ai permis à quelqu'un de générer plus de cash pour emmener son enfant à l'école. Donc, ce sont des choses qui relèvent du quotidien, mais rien que le fait d'y participer, ça me donne beaucoup de gratitude. Et franchement, je me sens utile, je sens que je contribue et je sens que je suis à ma place. Se sentir utile, c'est quelque chose qui m'anime aussi très fort au quotidien. Absolument. Je pense qu'on est entre passionnés parce qu'il faut être entre passionnés pour parler autant de temps devant une caméra et prendre autant de plaisir à le faire. On est des passionnés et je pense que les gens qui nous suivent le voient. Ce qu'on fait, ça nous anime. On est chacun dans notre zone de génie, ce dans quoi on est très fort. Et à partir de là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de limite. Et comme on sait qu'il n'y a pas de limite, on pousse aussi loin que possible. Je pense que vous pouvez le faire aussi. Je vais mettre tous les liens vers toi dans la description de la vidéo. J'aimerais bien que un petit jeu. C'est quoi ton regard sur mon projet, mon business Entreprendre et vivre au Maroc? Si tu peux me partager, comment tu vois les choses? Déjà, vu que j'avais fait un projet comme ça pour le Bénin, chez moi, je connais un tout petit peu des challenges derrière ce type de projet. Je pense que c'est un très bon projet. Le Maroc aujourd'hui est dans une grande accélération de son développement. D'accord? Le Maroc s'est déjà positionné à l'international comme une grande destination. Et, le Maroc attire beaucoup de capitaux. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir vivre au Maroc. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de la grisaille européenne pour venir au Maroc. Le soleil à Marrakech, par exemple, ou bien dans d'autres villes du Maroc. Donc, promouvoir cette destination, ça tombe complètement sous le sens. Et ton projet, pour moi, a un très bel avenir. Ce que tu partages est authentique. D'accord? Tu ne montres pas le Maroc de façon superficielle, mais on voit que c'est le vrai Maroc que tu montres. Tu es une personne, je ne sais pas si tu connais le minimalisme, mais je pense que on sent déjà que tu es dans cette philosophie-là et les gens adorent ça. Donc, sincèrement, je pense qu'en continuant ce que tu fais, je ne serais pas étonné que dans les prochaines années, tu fasses des 100 000 abonnés et que tu deviennes là, ou bien une des plus grandes références pour des personnes qui veulent venir vivre au Maroc, qui veulent venir créer un business au Maroc. Ces gens passeront par toi. Donc, tu continues comme tu le fais, tu produis de la qualité et le meilleur est encore à venir. En fait, tu parlais de la visualisation tout à l'heure, mais je me vois vraiment me positionner comme expert dans ce domaine. Et hier, je parlais avec Amadi de Blabla d'Arisa. Il m'a dit, pour moi, je te vois déjà comme un expert de cette thématique, tu vois. Donc, ça me fait plaisir quand des gens me disent ça. C'est le cas. C'est le cas parce que quand toi tu fais, tu ne te rends pas compte. D'accord? Mais les autres, leur regard est différent. Waouh, Stéphane est déjà capable de faire ça. J'ai vu ta vidéo que tu m'as partagée hier sur ta carte de séjour. 9 ans. Beaucoup de gens n'attendraient pas 9 ans. Donc, c'est pour dire que tu as du vécu. Et ça a beaucoup de valeur. Tu as de l'expérience de terrain. Ça a beaucoup de valeur. Donc, aujourd'hui, déjà, tu peux te considérer comme un expert du sujet et tu es encore en train de te développer. D'accord? Donc, on n'est pas expert et puis c'est bon. Non, même l'expert continue toujours d'apprendre chaque jour pour se développer. Et je pense que c'est dans ce processus d'apprentissage continu que tu es. Mais déjà, tu es déjà expert sur le sujet. Tu en connais plus que 80% des gens, déjà, à ce stade.
Donc tu vas continuer à creuser l'écart. C'est à 85, 90, 99, 99,99% des gens. Donc c'est de l'apprentissage qui est continu. Et comme je te dis, le meilleur reste à venir. C'est en cours et puis tu continues. Ce qui est bien aussi, c'est que chaque accompagnement d'entrepreneur que je vais avoir, ça va apprendre de nouvelles choses et des nouvelles connaissances pour... Et ton réseau qui va s'élargir aussi. Ouais. Dernière question, quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc? Pour un entrepreneur qui veut s'installer au Maroc, je pense que la première chose, c'est de s'intéresser à la culture marocaine, de s'intéresser à la mentalité des Marocains. C'est très important, surtout si dans ton business, tu veux vendre à des Marocains. Parce que tu ne peux pas vendre à des gens que tu ne connais pas. Tu ne peux pas vendre à des gens que tu n'aimes pas. Donc, vraiment, si vous êtes entrepreneur, vous voulez développer un business ici au Maroc et vendre à des Marocains, il faut apprendre à les connaître, il faut découvrir leur culture, il faut les aimer en tant que personne, aimer leur culture, savoir comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils agissent, et ensuite, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, et puis vous allez y répondre. Donc, c'est intéresser sincèrement aux Marocains, s'intéresser sincèrement au pays. Et quand tu le fais, ben écoute, tu feras de l'argent avec. En tout cas, pour les personnes qui suivent cette chaîne et qui ne sont pas encore abonnées, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça encourage Stéphane, ça permet justement à augmenter le référencement et à placer de plus en plus sa chaîne comme étant la chaîne référence sur le fait de venir vivre et de s'installer, de développer un business au Maroc. Donc, ne le faites pas pour moi, faites-le pour Stéphane et je peux vous assurer que plus sa chaîne va grandir, plus il va créer du contenu de qualité pour vous, plus il va pouvoir vous aider avec les problématiques différentes que vous avez. Donc, c'est vraiment un gagnant-gagnant. Vous lui donnez de la force en vous abonnant, en partageant ses vidéos, et lui, derrière, sa chaîne va devenir une référence. Il pourra aussi développer son activité, répondre à vos besoins, et c'est dans cette interaction-là que tout le monde en sort gagnant. Oh, on approche là des 20 000 abonnés. Pour une petite niche, tu vois, c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est bien. J'avais vu une autre chaîne avant qu'il faisait, mais qui aujourd'hui est dormante. Mais je pense que tu avances très bien. Vous êtes deux ou trois à le faire. Ouais. Voilà, ça avance très bien. Et je pense que ça peut devenir encore plus mainstream. Ça Oui. peut encore devenir beaucoup plus grand. Le plus important, ce sont les fans. Parce que ce sont les fans qui achètent, qui font vivre une activité. Maintenant, ça n'empêche pas de ratisser l'âge. Et tu es sur la bonne voie pour le faire. Donc n'oubliez pas, la petite cloche, le petit abonnement, ça fait du bien. Tu sais que bon, j'apprécie que tu le dis, mais dans mes vidéos, je vais jamais dire abonnez-vous, mettez la cloche. Parce que moi, je pars du principe, si tu regardes une vidéo que tu aimes et que tu es intéressé, tu vas aller voir la chaîne, tu vas voir s'il y a d'autres vidéos qui correspondent au truc. Tu vas t'abonner si tu apprécies, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Seulement que aujourd'hui, sincèrement, avec la tonne d'informations qu'on envoie aux gens, s'abonner n'est plus un réflexe. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, on a vu, il y a une vidéo de toi qu'on est en train de que la personne est en train de regarder. En même temps, sur le côté, il y a d'autres recommandations qui ne sont pas forcément de ta chaîne. En même temps, la personne peut être divertie par autre chose. On peut l'appeler, tu vois. Même la personne qui est bien intentionnée au départ, qui voulait voir la vidéo et dit je veux m'abonner, parce qu'il y a tellement de sollicitations, les gens peuvent passer à autre chose. Alors que juste le fait de dire, ah tiens, avant d'aller plus loin, clique sur le bouton, tu t'abonnes, tu likes, tu fais un petit commentaire, juste pour dire bonjour, bien qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit. Ça ne mange pas de pain, c'est un petit rappel amical, on n'est pas lourd non plus à le faire, et la personne le fait, la personne coopère. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, je ne donne pas mon like, je ne donne pas mon abonnement. Bah écoute, c'est aussi un choix, mais le plus important, plus tu crées de la valeur, arrivé à un moment donné, la personne voudrait être notifiée. Je pense aussi, si tu fais de la qualité, ça finit toujours par payer à un moment. De la qualité paye, mais pour des business spécifiques. Parce que sur YouTube aussi, tu as des chaînes qui ne produisent pas de qualité du tout, mais qui sont très 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 grosses parce que ils jouent sur d'autres instincts. Divertissement. Voilà, divertissement et sur la peur. Il y a d'autres leviers sur lesquels ces chaînes jouent, mais quand tu analyses factuellement leur contenu, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de réflexion profonde sur le sujet. C'est grand public, c'est large, on passe rapidement sur le sujet, on dit des lapalissades, on dit des choses très évidentes, banales, même basiques,
Mais pourtant, ces chaînes ont 500 000, 700 000, 1 million d'abonnés. C'est sur d'autres choses que ces personnes jouent. Mais par contre, sur des business en ligne, comme nous on fait, il faut produire de la qualité. Il faut apporter de la valeur aux gens. Et c'est ça qui fait la différence. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? T'as Instagram? Oh oui, sur Instagram, vous tapez Charbel Zone. Le lien est peut-être dans la description, Oui. comme tu as dit. C'est Charbel Zone. Vous allez trouver mon compte Instagram. Je pense que vous allez reconnaître très vite ma tête. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook aussi, Charbel Zone aussi. Pareil, pour les femmes qui ont des business et qui veulent être accompagnées en investissant pour être accompagnées, bien entendu, vous avez www.empower-woman.com qui est notre site internet. Vous pouvez prendre contact avec nous via ce canal et on va pouvoir vous accompagner. Pour des hommes qui sont entrepreneurs, qui veulent être accompagnés, qui veulent utiliser les leviers du digital pour développer, augmenter leur chiffre d'affaires, contactez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On va avoir un appel sympa ensemble. Je pourrai vous montrer ce que je peux faire pour vous, après vous avoir écouté, bien entendu. Et on verra ensemble si on veut travailler. Ah, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Je suis très admiratif de ton parcours et de ce que tu fais, la valeur que tu apportes justement. Ce serait quoi ton mot de la fin pour vraiment clôturer cette interview? Déjà, j'aimerais te remercier, Stéphane, de m'avoir invité sur ta chaîne. Comme j'ai dit au début, c'était une rencontre. Après, des personnes qui s'apprécient, qui sont dans... Chacun est dans son domaine, on avance. Donc, merci de m'avoir invité. Si j'ai un mot de fin à dire aux gens, que vous soyez salarié ou entrepreneur, c'est OK. Je dirais, faites ce qui vous fait vibrer vraiment. D'accord? Parce que à la fin, c'est ce qui va compter. Est-ce que vous avez kiffé cette expérience de vie? Est-ce que vous avez été heureux? Est-ce que vous avez ri? Est-ce que vous avez vécu des émotions qui sont importantes? Donc, faites ce qui vous plaît. Si le salariat vous convient, faites-le. Si l'entrepreneuriat vous tente, faites-vous accompagner pour gagner beaucoup d'années que vous perdriez si vous ne vous faites pas accompagner. Donc, quoi que vous fassiez, faites les choses pour vous. Faites les choses pour votre croissance. Faites les choses qui sont tout simplement importantes et qui contribuent à votre épanouissement. Magnifique. Merci Stéphane. Merci beaucoup. À très vite. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle interview. Si vous avez aussi ce rêve, cette envie de vous installer au Maroc, de venir vivre ici, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous. Vous allez recevoir un email par jour pendant 7 jours. Donc avec 7 conseils importants pour ne pas rater votre expatriation au Maroc. Pour accéder à cette formation, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo.